Avant l'aube, une femme âgée est réveillée par sa porte qui s'ouvre violemment. Chaque jour, elle est humiliée et forcée de travailler comme si elle était invisible. Mais son fils arrive sans prévenir et est témoin de l'abus de ses propres yeux. Face aux hématomes de sa mère, il chasse son épouse et affronte la vérité qu'il a évitée trop longtemps. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous depuis quelle ville vous nous regardez. On continue. Le silence de l'aube à Paris avait quelque chose de sacré. Dans ce quartier, chic du 16e arrondissement, où les hôtels particuliers se dressaient imposants, derrière des portails électroniques et de hauts murs, la ville dormait d'un sommeil tranquille, protégée par le sentiment de sécurité que l'argent procurait. Mais à l'intérieur de la maison numéro 347 de la rue des Acacias, le silence cachait des vérités qu'aucune richesse ne pouvait effacer. Madame Irène se réveilla en sursaut lorsque la porte de sa chambre s'ouvrit avec fracas. Son cœur s'emballa dans sa poitrine, cet organe fatigué qui avait déjà vu tant d'aurores, tant de joie et tant de peine. À 73 ans, elle se souvenait encore du temps où elle se réveillait naturellement, avec le chant des oiseaux dans le jardin de l'ancienne maison où elle avait élevé son fils. Maintenant, chaque matin commençait ainsi, par la peur, par la crainte, par ce sentiment de ne pas être à sa place dans son propre foyer. La lumière crue du couloir envahit la petite chambre où elle dormait. Ce n'était pas la chambre d'amis principale. Celle-là était réservée aux visites importantes. Madame Irène occupait l'ancienne chambre de bonne, une pièce au fond de la maison, près de la buanderie, où l'odeur de lessive et d'eau de javel lui tenait constamment compagnie. Les murs étaient blancs et nus, sans un seul tableau, sans une seule photographie qui rappelait qu'ici vivait quelqu'un avec une histoire, un passé, des souvenirs. Patricia se tenait sur le seuil, encore vêtue de son peignoir de soie couleur bordeaux, ses cheveux blonds parfaitement coiffés malgré l'heure. Elle se réveillait toujours impeccable, comme si elle dormait déjà maquillée et apprêtée, prête à affronter le monde avec ce sourire qui trompait tout le monde, sauf sa belle-mère. « Bonjour, Madame Irène. J'espère que vous avez bien dormi, car aujourd'hui, il y a beaucoup de travail qui vous attend. Toute la maison a besoin d'un grand nettoyage. J'ai des invités importants cet après-midi et je ne peux recevoir personne avec la maison dans cet état. » Madame Irène s'assit lentement sur le lit, sentant son dos protester à chaque mouvement. La douleur était une compagne constante, un rappel physique que son corps n'avait plus la résistance d'autrefois. Mais se plaindre ne servait à rien. Elle avait déjà essayé au début quand elle croyait encore que son fils verrait ce qui se passait. Maintenant, elle savait qu'il valait mieux garder le silence. « Patricia, je ne sais pas si je pourrais tout faire aujourd'hui. Mon dos est très douloureux et… » L'expression de Patricia changea instantanément. Le sourire disparut, remplacé par une froideur tranchante qui transformait ses yeux bleus en pierre de glace. « Ah, le dos est douloureux. Comme c'est pratique. Vous savez, Madame Irène, je ne me plains pas de travailler toute la journée à gérer cette maison, à m'occuper de tout pour que Bruno ait une vie confortable. Et vous, qui vivez ici sans payer un centime, sans contribuer à quoi que ce soit, vous trouvez que c'est trop demander un peu de collaboration ?» Ce n'était pas ainsi que Patricia parlait quand Bruno était là. Devant son mari, elle n'était que douceur, que prévenance. « Madame Irène, laissez-moi vous aider avec ça. Madame Irène, je vous ai préparé votre thé préféré. Madame Irène, et si nous nous reposions ensemble au salon ?» Mais quand il partait travailler, quand la porte d'entrée se refermait et que le bruit de la voiture s'éloignait dans la rue, le masque tombait. « Je dis juste que je pourrais peut-être en faire un peu moins aujourd'hui. Je ne refuse pas d'aider, Patricia. Je n'ai jamais refusé. » Patricia fit un pas dans la chambre, croisant les bras sur sa poitrine. La bague en diamant à son annulaire brillait même dans la pénombre, un symbole de tout ce qu'elle avait obtenu en épousant Bruno. « Moins ? Vous voulez en faire encore moins ? Parce que, d'après ce que je vois, vous ne faites déjà presque rien. Joël fait le gros du travail, je gère tout, et vous n'avez qu'à garder quelques pièces en ordre. C'est le minimum que vous puissiez faire pour compenser le fait de vivre ici gratuitement. » Les mots étaient comme des aiguilles, petites et acérées, pénétrant lentement mais profondément. Madame Irène baissa les yeux, sentant la honte lui brûler les joues. Comment en était-elle arrivée là? Comment était-elle devenue un fardeau pour sa propre famille? « Je ferai ce qu'il faut, » dit-elle à voix basse. « Parfait. Alors levez-vous.
Il est déjà 6 heures du matin et il y a beaucoup à faire avant l'arrivée des invités. Patricia quitta la chambre sans attendre de réponse, ses pantoufles en peluche faisant un bruit étouffé sur le parquet du couloir. Madame Irène resta assise sur le lit quelques instants de plus, rassemblant ses forces pour commencer une nouvelle journée. Par la petite fenêtre qui donnait sur la cour arrière, elle voyait le ciel commencer à s'éclaircir, ce bleu pâle qui précédait le lever du soleil. Elle se souvint du temps où elle se réveillait heureuse, où l'aube représentait des possibilités et non une nouvelle journée d'épreuve. Elle se leva avec difficulté, s'appuyant d'abord sur la table de chevet, puis sur le mur. Le petit miroir au-dessus de la commode montrait son reflet, et elle se reconnut à peine. Quand était-elle devenue cette femme courbée, aux yeux cernés et aux cheveux entièrement blancs? Le temps avait passé sans qu'elle s'en aperçoive, emportant avec lui la force, la beauté et la dignité. Elle s'habilla avec l'uniforme que Patricia avait choisi pour elle, un simple ensemble pantalon et blouse gris de la même couleur que celui de Joël. Peu importait que Madame Irène soit la mère du maître de maison, elle devait s'habiller comme une employée pour ne pas dérouter les invités. Patricia l'avait très clairement signifié. En sortant de sa chambre, elle trouva Joël dans la cuisine, déjà en train de préparer le petit déjeuner. L'employé de maison avait une quarantaine d'années, venue de la campagne auvergnate pour chercher une vie meilleure dans la capitale. Elle était mince et avait des yeux expressifs qui semblaient garder de nombreuses histoires non racontées. Quand elle vit Madame Irène entrer dans la cuisine, son visage s'illumina d'un sourire discret. « Bonjour, Madame Irène. J'ai déjà fait un café bien chaud. Vous en voulez une tasse? »« Bonjour, Joël. J'accepte volontiers. Merci. » Joël servit le café avec soin, ajoutant 2 cuillères de sucre comme Madame Irène aimait. Ce petit geste de gentillesse, d'attention, était comme un baume au milieu de la froideur qui régnait dans cette maison. « Comment va votre dos aujourd'hui » demanda Joël à voix basse, toujours attentive à ne pas être entendue. « Douloureux. Mais je vais me débrouiller. Patricia a dit qu'il y avait beaucoup de travail aujourd'hui. » Joël hocha la tête, les lèvres pincées en une fine ligne de désapprobation silencieuse. Elle savait ce qui se passait dans cette maison. Elle voyait tout, entendait tout, mais sa position était délicate. Un mot de travers, un geste de solidarité interprété comme une conspiration, et elle pourrait perdre son emploi. Et Joël ne pouvait pas se permettre d'être au chômage. Elle avait 2 enfants à élever seule, des factures à payer, le rêve d'offrir à ses garçons une meilleure éducation que la sienne. « Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose de lourd, appelez-moi, » dit-elle, en touchant légèrement le bras de Madame Irène. « Mais faites-le loin de ses yeux. Merci, ma fille. » Les 2 femmes échangèrent un regard de complicité, une compréhension mutuelle qui se passait de mots. Elles étaient du même côté d'une ligne invisible qui divisait cette maison entre ceux qui commandaient et ceux qui obéissaient. La journée s'écoula au milieu de tâches interminables. Madame Irène nettoya les salles de bain, passa la serpillière sur tous les meubles du salon, organisa la bibliothèque où Bruno gardait ses livres de droit, plia des serviettes déjà pliées, arrangea des coussins déjà en place. Patricia apparaissait de temps en temps, trouvant toujours un défaut, exigeant toujours que quelque chose soit refait. Ce n'est pas bien. Le salon de réception doit être impeccable. Refaites-le. Et Madame Irène refaisait. Vers 11 heures du matin, son dos n'en pouvait plus. La douleur s'était transformée en une brûlure constante qui irradiait de la colonne vertébrale vers les jambes. Elle nettoyait les vitres de la véranda quand elle trébucha, se retenant à la balustrade pour ne pas tomber. Joël accourut pour l'aider. « Madame Irène, vous devez vous reposer. Venez, asseyez-vous un peu. »« Je ne peux pas, Joël. Il y a encore beaucoup à faire. » Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Patricia apparut sur la véranda, les yeux plissés de suspicion. « Que se passe-t-il ici? Pourquoi êtes-vous toutes les 2 arrêtées à bavarder au lieu de travailler? » Madame Irène a glissé, je l'aidais. Juste. Ah, elle a glissé. Comme c'est étrange. On dirait que vous êtes très maladroite ces derniers temps, n'est-ce pas, Madame Irène? Toujours une douleur, toujours une excuse. Ce n'est pas une excuse, Patricia. J'ai vraiment... Vous savez ce que je pense? Je pense que vous devenez trop vieille pour certaines choses. Peut-être avez-vous besoin de soins plus spécialisés, dans un endroit où l'on peut vous accorder l'attention que vous méritez. La menace plana dans l'air comme un nuage sombre. Madame Irène connaissait ce regard. Elle savait exactement ce que Patricia insinuait. Depuis des semaines,
Sa belle-fille faisait des commentaires vagues sur les maisons de retraite, sur des lieux spécialisés pour s'occuper des personnes âgées, toujours avec ce ton de fausse préoccupation qui trompait quiconque ne connaissait pas ses véritables intentions. « Je vais bien, j'ai juste besoin d'un moment. » Alors continuez à travailler. Les invités arrivent dans 3 heures, et cette maison doit être parfaite. Patricia quitta la véranda d'un pas décidé, laissant derrière elle le parfum cher qu'elle portait, une fragrance importée que Bruno lui avait offerte pour leur dernier anniversaire de mariage. Joël attendit d'être sûr que Patricia était loin avant de parler. « Madame Irène, ce n'est pas juste. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. »« Que puis-je faire, Joël? C'est la maison de mon fils. Je n'ai nulle part où aller. » Et c'était vrai. Après le départ de son mari, 5 ans plus tôt, laissant des dettes dont Madame Irène ignorait même l'existence, elle avait tout perdu. La maison où elle avait élevé Bruno, où elle avait vécu 40 ans de mariage, où elle avait planté des roses dans le jardin et peint les murs de ses propres mains, tout avait été saisi pour payer les créanciers. Il ne restait rien. Ni la maison, ni les économies, ni même les vieux meubles qui avaient une valeur sentimentale. Bruno l'avait accueilli, bien sûr. C'était son fils unique, son seul parent en vie. Mais avec Bruno était venue Patricia, et avec Patricia était venu l'enfer déguisé en foyer. Bruno rentra à la maison peu après midi, comme il le faisait toujours le vendredi. C'était un bel homme de 42 ans, grand, les cheveux commençant à grisonner sur les tempes, ce qui ne faisait qu'ajouter à son charme d'avocat à succès. Il s'était bâti une carrière solide, un cabinet prospère, une réputation enviable dans le monde juridique parisien. En entrant dans la maison, il fut accueilli par Patricia avec un baiser chaleureux et un sourire radieux. « Mon amour, quelle surprise que tu rentres plus tôt. J'ai annulé ma réunion de l'après-midi. J'ai pensé déjeuner à la maison avec vous. »« C'est merveilleux. Madame Irène, regarde qui est là. Viens saluer ton fils. » Madame Irène sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. En voyant Bruno, son visage s'illumina d'un sourire sincère le premier de la journée. Peu importait ce qu'elle endurait, voir son fils apportait toujours une étincelle de joie à son cœur fatigué. « Bruno, mon fils, que je suis contente de te voir. » Il la serra dans ses bras, mais ce fut une étreinte rapide, distraite, le genre d'étreinte que l'on donne par obligation sociale et non par véritable affection. Madame Irène sentit la différence. Il fut un temps où les étreintes de son fils duraient plus longtemps, où il lui demandait comment elle allait, où il se souciait vraiment de la réponse. « Comment? Vas-tu, maman? »« Bien, mon fils. Je travaille pour que tout soit beau pour tes invités. »« Quels invités ?» demanda-t-il en regardant Patricia. « Mon amour, je te l'ai dit, les gens du club viennent prendre le thé ici cet après-midi. Ce sont des personnes importantes, tu sais. Nous devons faire bonne impression. »« Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. » Patricia passa son bras sous celui de Bruno, le conduisant vers le salon avec ce naturel de celle qui obtient toujours ce qu'elle veut. « Tu travailles trop, mon amour, c'est pour ça que tu oublies les choses. Mais ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Ta mère et Joël rendent tout impeccable. » Pendant le déjeuner, Madame Irène mangea en silence dans la cuisine, comme Patricia avait suggéré que c'était plus approprié. Après tout, les invités pouvaient arriver à tout moment, et il serait étrange de la trouver assise à table comme si elle faisait partie de la famille. Bruno ne questionna même pas l'absence de sa mère. Il était occupé à écouter Patricia parler des plans de rénovation de la maison, du voyage qu'il voulait en faire en Europe, de la nouvelle voiture qu'elle avait vue chez le concessionnaire. Après le déjeuner, Bruno s'enferma dans son bureau pour régler quelques dossiers urgents. Madame Irène retourna au travail, préparant le salon pour recevoir les invités. Elle arrangea les coussins pour la 3e fois, nettoya de nouveau la table basse, ajusta les fleurs que Patricia avait achetées chez le fleuriste le plus cher du quartier. À 15 heures précises, les invités commencèrent à arriver. C'étaient 4 femmes élégantes, toutes amies de Patricia du club où elle jouait au tennis et participait à des événements sociaux. Elles portaient des vêtements de marque, des sacs à main qui coûtaient plus que ce que Madame Irène gagnait en 1 an quand elle travaillait encore, et parlaient avec un certain parler parisien qui sonnait forcé et artificiel. Patricia les accueillit avec effusion, des bises dans l'air, des compliments sur leurs cheveux, leurs chaussures, leurs bijoux. Puis elle les conduisit au salon, où tout était préparé, gâteaux,
tartes, petits fours, thé importé, servi dans des tasses en porcelaine de Chine. Madame Irène fut chargée de servir le thé, de circuler parmi les invités en offrant les douceurs, de ramasser les tasses vides. Patricia la présenta nonchalamment. « Voici la mère de Bruno. Elle vit avec nous depuis qu'elle s'est retrouvée seule, la pauvre. » Le ton était compatissant, mais il y avait autre chose dans ces mots, une insinuation subtile que ses amis captèrent immédiatement. « Comme vous êtes généreux de vous occuper d'elle, » commenta l'une des femmes, une brune aux yeux clairs nommée Fernande. « C'est le moins que nous puissions faire, » répondit Patricia avec un sourire. « Bruno est très attaché à sa mère, vous savez ce que c'est. Et je ne pouvais pas lui refuser ce réconfort, même si c'est parfois laborieux. »« Laborieux » demanda une autre, une blonde platine nommée Adrienne. Patricia baissa le ton comme si elle partageait un secret intime. « Eh bien, vous savez comment c'est avec les personnes âgées. Parfois, elles sont un peu confuses, elles oublient des choses, inventent des histoires. Il faut avoir de la patience. » Madame Irène, qui ramassait une tasse à ce moment-là, fit semblant de ne pas avoir entendu. Mais chaque mot était un coup de poignard. Patricia semait des graines de doute, construisant un récit dans lequel elle, la belle-mère, était un fardeau difficile à porter. « Quel exemple tu es, Patricia » dit Fernande. « Tout le monde n'aurait pas cette patience. »« C'est un défi, » admit Patricia. « Mais je le fais par amour pour mon mari. » Les femmes continuèrent à parler d'autres sujets, de tournois de tennis, de voyages, de ragots sur des connaissances communes. Madame Irène circulait parmi elles comme une ombre, invisible sauf quand elles avaient besoin de plus de thé ou d'un autre morceau de gâteau. Personne ne lui adressait directement la parole. Personne ne lui posait de questions sur sa vie, ses intérêts, ses opinions. C'était comme si elle n'existait pas en tant que personne, seulement en tant que fonction, une servante qui ne méritait aucune considération. Quand les invités partirent enfin, il était près de 19 heures. Madame Irène était épuisée. La douleur dans son dos s'était intensifiée au point d'être presque insupportable. Mais il y avait encore la vaisselle à faire, le salon à ranger, la cuisine à organiser. Joël tenta de l'aider, mais Patricia intervint. « Joël, vous pouvez y aller. C'est l'heure de votre départ. Madame Irène peut finir seule. » « Mais, Madame Patricia, il y a encore beaucoup de choses. »« Joël, quand je dis que vous pouvez y aller, c'est que vous pouvez y aller. Ou préférez-vous faire des heures supplémentaires sans être payé pour ?»« Non, madame. Alors allez-y. » Joël lança un regard d'excuse à Madame Irène avant de prendre son sac et de sortir par la porte de service. Elles restèrent seules, la belle-mère et la belle-fille, dans cette grande maison silencieuse. « Madame Irène, quand vous aurez fini ici, je veux que vous nettoyiez aussi la cuisine et laissez tout en ordre pour le petit déjeuner de demain. Je ne veux pas avoir à me réveiller et trouver du désordre. Patricia, s'il vous plaît, je suis très fatiguée. Est-ce que ça ne peut pas attendre demain ? » Attendre demain ? Et qui va faire le petit déjeuner ? Moi ? Vous croyez que je me suis levée tôt pour faire ça ? Vous vivez ici gratuitement, Madame Irène. Gratuitement. Le minimum que vous puissiez faire est d'aider avec la maison. Je sais que je vis ici gratuitement, Patricia, et j'en suis reconnaissante. Mais je ne suis plus jeune, je ne supporte plus de travailler autant. Patricia fit 2 pas vers Madame Irène, le visage transformé en un masque de froideur. Vous savez quel est le problème, Madame Irène ? C'est que vous vous êtes habituée à être choyée par Bruno. Vous vous êtes habituée à penser que vous pouvez vous la couler douce et que tout le monde aura pitié de vous. Mais moi, je n'ai pas pitié. Je ne crois pas à cette histoire de mal de dos. Je pense que c'est une excuse pour ne pas travailler. Ce n'est pas une excuse, Patricia. Je vous jure que... Assez. Je ne veux plus entendre d'excuses. Finissez le travail ou nous aurons une conversation sérieuse avec Bruno sur votre avenir dans cette maison. Patricia quitta la cuisine, laissant Madame Irène seule avec les larmes qui parvinrent enfin à s'échapper. Elle pleura en silence, appuyée contre l'évier, essayant de rassembler ses forces pour finir ce qui devait être fait. Ses mains tremblaient quand elle prit l'éponge et commença à faire la vaisselle. Chaque mouvement était une torture, chaque assiette nettoyait une victoire minime contre la douleur qui la consumait. Il était près de 22 heures quand elle eut enfin terminé. La cuisine était impeccable, brillante sous la lumière froide du plafond. Madame Irène regarda autour d'elle, ressentant un mélange de fierté et de désespoir. Fierté parce qu'elle avait réussi à finir malgré tout, désespoir
parce qu'elle savait que demain serait pareil, et après-demain aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que son corps tienne. Elle se traîna jusqu'à sa chambre au fond de la maison, chaque pas un effort monumental. En passant dans le couloir, elle vit de la lumière dans la chambre de Bruno et Patricia. Elle entendit des rires, des conversations à voix basse, l'intimité d'un couple partageant des moments seuls. Elle sentit une pointe de douleur différente, une douleur qui n'était pas physique mais émotionnelle. Son fils était là, si proche et en même temps si loin. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait sous son propre toit. Où le savait-il et préférait-il ne pas voir? Dans sa chambre, Madame Irène s'allongea sur le lit sans même se changer. Elle était trop fatiguée, trop endolorie. Elle ferma les yeux et tenta de dormir, mais le sommeil ne venait pas. Son esprit restait actif, repassant chaque humiliation de la journée, chaque mot cruel, chaque regard de mépris. Elle se souvint d'un temps différent, quand elle était jeune et pleine de rêves, quand elle avait tenu Bruno bébé dans ses bras pour la première fois et s'était promis d'être la meilleure mère du monde. Où tout avait-il mal tourné? À quel moment était-elle devenue invisible aux yeux de son propre fils? Les larmes revinrent, mouillant l'oreiller vieux et fin que Patricia avait choisi pour elle. Madame Irène pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que la fatigue l'emporte enfin et que le sommeil arrive comme un soulagement temporaire. Mais même en dormant, elle savait que demain le cauchemar recommencerait, et après-demain, et le jour suivant, jusqu'à ce que quelque chose change, ou jusqu'à ce qu'elle ne tienne tout simplement plus. Les semaines qui suivirent furent comme une descente lente et inexorable dans un abîme de plus en plus profond. Madame Irène se réveillait chaque jour avec la même sensation de poids sur la poitrine, cette angoisse anticipée de celle qui sait que la souffrance l'attend, juste là, de l'autre côté de la porte de la chambre. Et Patricia ne décevait pas. Chaque jour qui passait, les exigences augmentaient, les humiliations devenaient plus subtiles et sophistiquées, la cruauté prenait des allures de normalité. Un samedi matin, Bruno se réveilla plus tôt que d'habitude. Il était rare qu'il soit à la maison le week-end. Il avait généralement des engagements au bureau ou des dîners d'affaires qui se prolongeaient tard. Mais ce jour-là, il décida de passer plus de temps à la maison, peut-être dans une tentative inconsciente de se reconnecter avec quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il était en train de perdre. Madame Irène était dans la cuisine à préparer le café quand il apparut, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés, de celui qui vient de se réveiller. « Bonjour, maman. »« Bonjour, mon fils, bien dormi ?»« J'ai dormi, et toi ?» La question était désinvolte, posée sans vraiment attendre de réponse sincère. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Bruno, une douceur que Madame Irène n'avait pas entendue depuis des mois, qui la fit hésiter avant de répondre. « J'ai bien dormi, mon fils. » Le mensonge sortit naturellement. Elle ne pouvait pas dire qu'elle passait ses nuits éveillée, que son dos lui faisait si mal qu'il était impossible de trouver une position confortable, que les pensées sur l'avenir la maintenaient en veille jusqu'à l'aube. Elle ne pouvait pas déposer ce poids sur les épaules de son fils. Il avait déjà tant de soucis, tant de responsabilités. Bruno se servit un café et s'assit à la table de la cuisine, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. Habituellement, il prenait son café à la hâte, debout, tout en consultant ses emails sur son téléphone. « Maman, je voulais te parler de quelque chose. » Le cœur de Madame Irène fit un bond. Avait-il remarqué? Allait-il enfin reconnaître ce qui se passait? « Bien sûr, mon fils. Qu'y a-t-il? » « C'est que Patricia organise une fête ici à la maison. Un grand événement, tu sais, pour célébrer nos 5 ans de mariage. Il y aura plus de 100 invités. » Madame Irène sentit son enthousiasme initial s'évanouir. Ce n'était pas d'elle qu'il voulait parler. Ce n'était jamais le cas. « C'est merveilleux, mon fils. 5 ans déjà. » Eh oui, le temps a passé vite, et Patricia est super excitée. Elle a engagé une société d'événementiel. Il y aura un traiteur, une décoration. Tout sera très élégant. La maison sera magnifique. « C'est certain, » murmura Madame Irène. « C'est juste que... » Bruno hésita, cherchant les mots justes. Patricia est un peu inquiète pour certains détails. Elle est perfectionniste, tu sais comment elle est, et avec tant de gens importants qui viennent, elle veut que tout soit parfait. Je comprends. Elle a suggéré que tu pourrais peut-être passer ce week-end ailleurs. Non pas que tu ne sois pas la bienvenue, bien sûr,
Mais avec tant de monde, tant de mouvements, ça pourrait être fatigant pour toi. Et Patricia aura besoin de toutes les chambres pour loger des parents qui viennent de l'extérieur. » Le silence qui suivit fut lourd. Madame Irène regarda son fils, essayant de trouver dans ses yeux un signe qu'il percevait l'absurdité de ce qu'il disait. Elle vivait dans cette maison. C'était aussi sa maison. Mais elle était expulsée, même temporairement, parce que sa présence était gênante. « Où irais-je, Bruno ? Tu pourrais passer le week-end dans un hôtel. Je paie, bien sûr. Un bon endroit, confortable. Ça pourrait même être une expérience agréable. Tu ne vas jamais à l'hôtel, tu pourrais en profiter. Pour te détendre. Seul dans une chambre d'hôtel pendant que vous faites la fête ici. C'est ça que tu me dis ?» Bruno parut mal à l'aise pour la première fois. « Maman, ce n'est pas ça. C'est juste pour faciliter les choses. » « Patricia, toujours Patricia, » l'interrompit Madame Irène, une étincelle de courage soudaine enflammant ses paroles. « Tout est toujours pour faciliter les choses pour Patricia. Et moi? Quand est-ce que quelqu'un dans cette maison pense à me faciliter les choses? Maman, s'il te plaît, n'exagère pas. Patricia s'occupe très bien de toi. Elle est toujours soucieuse de ton bien-être. » Madame Irène ouvrit la bouche pour répondre, pour enfin tout raconter, pour révéler chaque humiliation, chaque mot cruel, chaque jour de douleur ignoré. Mais à ce moment-là, Patricia entra dans la cuisine, belle et parfumée, avec un sourire qui illuminait la pièce. « Bonjour mes chérisses, quelle joie de vous voir prendre le café ensemble. C'est si rare d'avoir ces moments en famille. » Elle embrassa Bruno sur le front, puis se tourna vers Madame Irène avec une expression de préoccupation fabriquée. « Madame Irène, j'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. J'ai remarqué qu'hier vous étiez un peu pâle. Vous ne mangez pas correctement? » « Je vais bien, Patricia. »« Tant mieux. »« Bruno, mon amour, tu as déjà parlé à ta mère de la fête? »« Oui, c'est fait. »« Et alors, Madame Irène, que pensez-vous de l'idée de l'hôtel? J'en ai choisi un tout près d'ici, très confortable. Vous allez adorer. »« Je ne veux pas aller à l'hôtel, Patricia. » Le sourire de Patricia vacilla une fraction de seconde avant de se recomposer. « Vous ne voulez pas, mais je pensais que ça vous plairait. C'est un endroit magnifique, avec service en chambre, télévision par câble, tout ce dont vous avez besoin. Je veux rester dans ma maison. »« Votre maison ?» répéta Patricia, et il y avait du venin dans cette question. « Madame Irène, c'est la maison de Bruno, sa maison, et il essaie gentiment de trouver une solution pour que tout le monde soit à l'aise pendant la fête. Vous êtes égoïste. »« Patricia, » intervint Bruno, mal à l'aise avec le ton que prenait la conversation. « Pas besoin d'être comme ça. Maman, si tu ne veux vraiment pas aller à l'hôtel, on peut penser à autre chose. »« Bien sûr que nous le pouvons, » dit rapidement Patricia, changeant de stratégie. « Vous pouvez rester dans votre petite chambre, au fond. Mais comprenez qu'il y aura beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, et vous ne pourrez pas circuler dans la maison pendant la fête. Ce serait embarrassant pour tout le monde. »« Embarrassant ?» répéta Madame Irène, sentant les larmes menacées de couler. « Eh bien oui, les invités sont des personnes importantes, influentes, des chefs d'entreprise, des juges, des politiciens. Ils s'attendront à voir une maison organisée, avec une famille structurée. Il ne serait pas approprié que vous apparaissiez au milieu de la fête comme si... » Patricia laissa la phrase en suspens, laissant Madame Irène la compléter mentalement avec les pires possibilités. « Comme si j'étais quoi, Patricia? Une honte? Un problème? »« Personne n'a dit ça, maman, » intervint Bruno, voulant clairement mettre fin à la discussion. « Écoute, tu fais ce que tu veux. Reste, pars, ce que tu décideras me va. On ne va pas se disputer pour ça. » Mais le mal était fait. Le message avait été délivré avec une clarté cristalline. Madame Irène était une gêne, une présence inopportune qu'il fallait cacher lorsque des personnes importantes venaient en visite. Le reste de la journée fut tendu. Madame Irène se réfugia dans sa chambre prétextant un mal de tête. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Sa tête battait d'une manière qui rendait difficile de penser à autre chose. Elle resta allongée sur le lit, regardant le plafond blanc et fissuré, pensant à quel point sa vie était devenue si petite, si vide de sens. La semaine suivante, les préparatifs de la fête commencèrent à envahir la maison. Patricia engagea une équipe de nettoyage professionnelle qui retourna chaque pièce sans dessus-dessous. Les meubles furent déplacés, les tapis nettoyés à la vapeur, les lustres polis jusqu'à briller. La maison fut transformée en une scène,
un décor de perfection artificielle. Pendant tout ce processus, Madame Irène fut priée de rester dans sa chambre ou dans la cuisine, hors du chemin des professionnels. Patricia ne voulait pas qu'elle perturbe l'équipe de nettoyage ou, pire encore, qu'elle essaie d'aider et finisse par gêner. Joël observait tout avec une indignation croissante. À un moment où elle put rester seule avec Madame Irène, elle se confia. « Ce n'est pas juste, Madame Irène. Vous ne pouvez pas laisser cette femme vous traiter ainsi. »« Que puis-je faire, Joël? Où irai-je? » »« Vous avez des droits. Vous êtes la mère du maître de maison. Vous devriez parler au docteur Bruno, lui raconter tout ce qui se passe. » Et s'il ne me croit pas? Et s'il prend son parti? La possibilité était trop terrifiante à envisager. Bruno était tout ce que Madame Irène avait au monde. S'il la rejetait, s'il choisissait Patricia plutôt qu'elle, que resterait-il? Une vie complètement vide, sans but, sans amour, sans famille. Joël soupira, comprenant le dilemme. « Je garde un œil. Et si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. Peu importe ce que cette femme dit. »« Merci, ma fille. Tu es trop bonne pour moi. » Mais la bonté de Joël ne passa pas inaperçue de Patricia. Les jours suivants, elle commença à créer des situations qui minaient la confiance entre l'employé et la femme âgée. Un après-midi, Patricia appela Joël dans le salon où elle était assise élégamment sur le canapé en cuir blanc, feuilletant un magazine de décoration. « Joël, nous devons parler. »« Oui, Madame Patricia ? » ?»« J'ai remarqué que vous passez beaucoup de temps à discuter avec Madame Irène. Je sais que c'est de la gentillesse de votre part, mais je crains que cela ne nuise à votre travail. »« Je finis toujours mon travail, Madame Patricia. Vous ne vous êtes jamais plainte auparavant. »« Non, ce n'est pas une plainte, c'est juste une observation. C'est que, voyez-vous, Madame Irène est parfois confuse. Elle est à un âge délicat et j'ai remarqué qu'elle invente des choses. » « Elle invente des choses ? » ?»« Oui, des histoires, des situations qui ne se sont jamais produites. C'est normal chez les personnes âgées, vous savez, et je ne voudrais pas qu'elle vous mette des idées étranges en tête ou qu'elle vous implique dans des problèmes qui n'existent pas. » Joël déglutit, comprenant parfaitement ce que Patricia était en train de faire. Elle construisait un récit préventif, semant le doute au cas où Madame Irène tenterait de révéler les abus. « Je comprends, Madame Patricia. Parfait. Et il y a autre chose. Certains de mes bijoux ont disparu. Rien de grande valeur, mais ce sont des pièces auxquelles je tiens. Vous n'avez rien vu d'étrange, n'est-ce pas? » « Non, madame, je n'ai rien vu. C'est que Madame Irène prend parfois des choses sans s'en rendre compte. Ce n'est pas sa faute, c'est l'âge. Mais si vous remarquez quelque chose, prévenez-moi immédiatement, d'accord? »« D'accord. » Joël quitta la pièce, le cœur serré. Elle savait exactement ce que Patricia faisait, semant la graine de la méfiance, préparant le terrain pour accuser Madame Irène de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Et le soupçon se confirma 2 jours plus tard. Patricia se mit à crier depuis la suite parentale, appelant Bruno et Joël. « Il a disparu, mon bracelet en diamant a disparu. Je l'ai laissé ici sur la coiffeuse, et maintenant, il n'y est plus. » Bruno arriva en courant, inquiet. « Tu es sûr de l'avoir laissé là? »« Absolument, il était là hier soir, je m'en souviens. »« Parfaitement. Quelqu'un l'a pris. »« Qui entrerait dans notre chambre pour voler quelque chose ?» Patricia fit une pause dramatique, comme si elle hésitait à dire ce qu'elle s'apprêtait à suggérer. « Bruno, je ne voulais pas soulever cette possibilité, mais ta mère est très étrange ces derniers temps. Oublieuse, confuse, et elle a accès à toutes les pièces de la maison. Tu suggères que ma mère a volé ton bracelet. Pas volé. Pris sans s'en rendre compte. C'est différent. Les personnes ayant des problèmes de mémoire font parfois ça. Elles prennent des objets sans avoir conscience de ce qu'elles font. C'est ridicule. Vraiment? Alors comment expliques-tu la disparition du bracelet? » Bruno n'avait pas de réponse. La graine du doute avait été plantée. Même s'il ne voulait pas y croire, la possibilité existait maintenant dans son esprit. « Je vais chercher, » dit-il finalement. « Il doit être quelque part. Tu l'as peut-être rangé et oublié. »« Je n'oublie jamais où je range mes bijoux, Bruno. Jamais. » Cet après-midi-là, Bruno demanda discrètement à sa mère de l'accompagner dans sa chambre. Madame Irène perçut immédiatement que quelque chose n'allait pas au ton de sa voix, à l'expression fermée de son visage. « Maman, je dois te poser une question et je veux que tu sois sincère avec moi. »« Qu'y a-t-il, mon fils »
Le bracelet en diamant de Patricia a disparu. As-tu vu ce bracelet? Peut-être l'as-tu pris sans faire exprès pour le mettre en lieu sûr? Madame Irène sentit le monde s'écrouler. Son propre fils était là, devant elle, suggérant qu'elle avait volé quelque chose. « Bruno, je n'ai pris aucun bracelet. Comment peux-tu penser une chose pareille? » « Je n'accuse pas, maman. J'essaie juste de comprendre ce qui s'est passé. Patricia a raison d'être contrariée. Ce bracelet vaut beaucoup d'argent. Et tu penses que je vous volerais, ma propre famille? Personne ne dit voler, maman. Mais parfois les personnes âgées deviennent confuses, prennent des choses sans s'en rendre compte. Je ne suis pas confuse, Bruno. Je n'ai pas pris ce maudit bracelet. » La voix de Madame Irène sortit plus fort qu'elle ne l'avait prévu, chargée d'une douleur qui allait bien au-delà de cette accusation spécifique. C'était la douleur accumulée de mois d'humiliation, de manque de respect, d'invisibilité. Bruno recula, surpris par la réaction. « D'accord, maman. Si tu dis que tu ne l'as pas pris, je te crois. Mais ça ne te dérange pas si je jette un œil dans ta chambre, juste pour être sûr? Vas-y, cherche à ta guise. » Bruno commença à fouiller la chambre avec soin, ouvrant les tiroirs, regardant dans l'armoire, vérifiant sous le lit. Et puis, à l'horreur de Madame Irène, il trouva quelque chose. Le bracelet en diamant était caché dans une vieille boîte à chaussures au fond de l'armoire. Le silence qui suivit fut assourdissant. Bruno tenait le bracelet dans sa main, regardant du bijou à sa mère, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. « Je peux expliquer, » commença Madame Irène, mais les mots moururent dans sa gorge. Comment pouvait-elle expliquer? Elle n'avait pas mis le bracelet là. Elle n'avait jamais vu ce bracelet de sa vie. Mais qui la croirait? « Maman, qu'est-ce que c'est? » « Je ne sais pas, Bruno, je jure que ce n'est pas moi qui ai mis ça. Là. Mais c'était dans ton armoire. Comment est-ce arrivé là si ce n'est pas toi? » Madame Irène n'avait pas de réponse. Et à ce moment-là, en regardant l'expression de déception et de confusion sur le visage de son fils, elle comprit l'ampleur du piège que Patricia avait préparé. C'était un plan parfait. Si elle accusait sa belle-fille, cela ressemblerait à une excuse désespérée de quelqu'un pris en flagrant délit. Si elle restait silencieuse, elle serait considérée comme coupable. Il n'y avait pas d'issue. Patricia apparut à la porte de la chambre comme si elle avait été convoquée par un signal invisible. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle, et il y avait un triomphe mal dissimulé dans sa voix. Bruno montra le bracelet. « Il était ici, dans l'armoire de ma mère. » Patricia porta la main à sa poitrine dans un geste théâtral de surprise et de tristesse. « Oh, Madame Irène, pourquoi avoir fait ça? Si vous vouliez un bijou, il suffisait de demander. Je vous en aurais donné un. Je n'ai pas pris ce bracelet, Patricia, et tu le sais très bien. » Les deux femmes se regardèrent et pendant un instant le masque de Patricia glissa, révélant la pure cruauté en dessous. Mais ce ne fut qu'un instant. Bientôt, le sourire compréhensif revint. « Bruno, je crois que ta mère a besoin d'une aide professionnelle. Ce genre de comportement n'est pas normal. » « Elle n'a pas besoin d'aide professionnelle, » dit Bruno, mais sa voix était hésitante. « Ce doit être un malentendu. » Un malentendu? Le bracelet était caché dans son armoire. Si c'était une erreur, il serait sur le lit, à un endroit visible. Mais il était caché. Cela montre une intention. Bruno passa la main dans ses cheveux, un geste qu'il faisait quand il était stressé et ne savait pas comment gérer une situation. « Laissons tomber, le bracelet a été retrouvé, tout va bien. » Mais Patricia n'était pas disposée à laisser tomber. « Tout ne va pas bien, Bruno. Ta mère a besoin de soins spécialisés, un endroit où ils peuvent lui donner l'attention dont elle a besoin, où ils surveillent ses activités pour éviter ce genre de situation. » « Tu parles d'une maison de retraite? » « Je parle d'un endroit où elle pourra vivre avec dignité et sécurité, et où nous pourrons reprendre notre vie sans souci constant. » Madame Irène sentit ses jambes flageoler. Elle s'assit sur le lit, la tête lui tournant. C'était donc ça. Tout le plan de Patricia se révélait. Il ne s'agissait pas seulement d'humiliation ou de contrôle. Il s'agissait de se débarrasser d'elle complètement. « Bruno, je t'en supplie, ne m'envoie pas ailleurs. Je n'ai rien fait. C'est elle qui a mis le bracelet là, je le sais. Maman, s'il te plaît. Crois-moi, mon fils, crois ta mère. » Bruno regarda sa femme, puis sa mère partagée entre deux versions complètement différentes de la même réalité. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il finalement. « On en reparlera plus tard, quand nous serons tous plus calmes. » Il quitta la chambre,
emmenant Patricia avec lui. Madame Irène resta seule, assise sur le lit, tenant dans ses mains tremblantes la certitude qu'elle était en train de perdre la bataille. Patricia était plus intelligente, plus articulée, plus convaincante, et elle, Madame Irène, n'était qu'une vieille femme fatiguée dont plus personne ne voulait. Joël entra dans la chambre quelques minutes plus tard, apportant un verre d'eau. « J'ai tout entendu, Madame Irène, et je sais que vous n'avez pas pris ce bracelet. Comment peux-tu le savoir ? Parce que j'ai vu Madame Patricia entrer dans votre chambre hier soir. J'ai trouvé ça étrange, mais je n'ai rien dit. Maintenant, je comprends ce qu'elle faisait. Tu dois le dire à Bruno. » Joël secoua tristement la tête. « Il ne me croira pas. Il pensera que je mens pour vous défendre. Madame Patricia est très maligne. Elle trouvera un moyen de se débarrasser de moi aussi, si j'ouvre la bouche. Alors, que faire ? Je ne sais pas, Madame Irène, mais nous ne pouvons pas abandonner. Il doit y avoir un moyen de révéler la vérité. » Les deux femmes restèrent là, unies par un ennemi commun, mais impuissantes à faire quoi que ce soit. La vérité existait, oui, mais elle était enfouie sous des couches de manipulation si bien construites qu'elle semblait impossible à atteindre. Cette nuit-là, Madame Irène ne put dormir. Elle resta éveillée à penser à tous les choix qu'elle avait faits dans sa vie, à tous les moments qui l'avaient menée jusque-là. Elle se souvint du jour où Bruno était né, de la façon dont elle avait tenu ce petit bébé et s'était promis de le protéger toujours. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, ce serait elle qui aurait besoin de protection contre ses choix. Par la fenêtre, elle voyait les lumières de Paris clignoter au loin, des millions de vies se déroulant simultanément, chacune avec ses propres drames, ses propres douleurs. Et elle n'était qu'une de plus, juste une autre histoire triste dans une ville qui avait trop d'histoires tristes à raconter. Les jours précédant la fête d'anniversaire de mariage furent marqués par une tension qui imprégnait chaque recoin de la maison. Bruno était distant, partagé entre la loyauté envers sa mère et la confiance en sa femme. Patricia, quant à elle, avait remporté une bataille importante et se déplaçait maintenant avec encore plus d'assurance, sachant qu'elle tenait son mari exactement là où elle le voulait. Madame Irène vivait dans une sorte de limbe. Elle n'était plus ouvertement traitée comme faisant partie de la famille, mais elle n'avait pas non plus encore été renvoyée. Bruno avait reporté la décision concernant la maison de retraite, prétextant qu'il avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Mais tout le monde dans la maison savait que ce n'était qu'une question de temps. Un jeudi après-midi pluvieux, Patricia reçut la visite d'une ancienne amie de l'université, Martine, une femme élégante qui travaillait comme directrice de l'une des maisons de retraite les plus exclusives de Paris. Elles s'assirent dans le salon, buvant du thé importé, tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres. Madame Irène fut chargée de servir le thé, puis de se retirer, mais elle resta assez longtemps pour entendre une partie de la conversation. « Alors, Patricia, raconte-moi un peu plus sur la situation de ta belle-mère, » dit Martine, feuilletant un catalogue élégant qui montrait des photos d'installations luxueuses. « C'est compliqué, Martine. Elle devient de plus en plus difficile, oublieuse, confuse, parfois agressive. Et mon mari, le pauvre, souffre beaucoup de voir sa mère dans cet état. Je comprends parfaitement. C'est une situation délicate pour tout le monde. Mais à la Villa Serena, nous avons toute la structure pour gérer de tels cas. Des professionnels formés, un suivi médical 24 heures sur 24, des activités thérapeutiques. Mais elle ne voudra pas y aller. Elle résistera. » Martine sourit avec compréhension. Elle résiste toujours au début. Mais ensuite, elle s'adapte. Et vous pourrez lui rendre visite aussi souvent que vous le voudrez, bien sûr. La conversation se poursuivit, mais Madame Irène ne put en entendre davantage. Elle quitta le salon, le cœur serré, comprenant enfin l'étendue du plan de Patricia. Il ne s'agissait pas seulement d'humiliation ou de contrôle, il s'agissait d'éliminer complètement sa présence de la vie de son fils. Joël la trouva dans la cuisine, pleurant en silence tout en faisant la vaisselle. « Madame Irène, qu'y a-t-il ? Elle veut m'envoyer dans une maison de retraite. J'ai entendu toute la conversation. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Vous devez parler au docteur Bruno. Il ne m'écoutera pas, Joël, pas après ce qui s'est passé avec le bracelet. Alors, nous devons prouver que c'est Madame Patricia qui a mis le bracelet dans votre chambre. Comment ? Nous n'avons aucune preuve. » Joël resta silencieuse un moment, réfléchissant, puis ses yeux s'illuminèrent d'une idée. « Et si on enregistrait ?
Si on arrivait à la faire admettre ce qu'elle a fait? Comment comptes-tu faire? Ça? Je ne sais pas encore, mais il doit y avoir un moyen. Les deux femmes passèrent les jours suivants à essayer d'élaborer un plan, mais chaque idée semblait plus impossible que la précédente. Patricia était trop maligne, trop prudente. Elle ne dirait jamais rien de compromettant près de témoins ou de quoi que ce soit qui puisse enregistrer. La fête d'anniversaire de mariage arriva un samedi ensoleillé d'octobre. La maison était transformée, décorée de fleurs blanches et dorées, des lustres en cristal reflétant la lumière du soleil, des serveurs en uniforme circulant avec des plateaux, de champagne et de canapés sophistiqués. Madame Irène fut priée de rester dans sa chambre pendant toute la fête. Patricia avait été claire. Elle ne voulait pas que sa belle-mère soit vue par qui que ce soit. Ce serait embarrassant, disait-elle, de devoir expliquer aux invités pourquoi la mère de Bruno vivait là, habillée comme une employée. Alors Madame Irène resta enfermée dans sa petite chambre du fond, écoutant la musique, les rires, les conversations animées qui venaient du jardin où se déroulait la fête. C'était comme être présente et absente à la fois, comme être un fantôme dans sa propre maison. Vers 20 heures, alors que la fête battait son plein, Joël frappa discrètement à la porte. « Madame Irène, je vous ai apporté une assiette. »« Merci, ma fille. Comment est-ce dehors ?»« C'est magnifique. Beaucoup de gens importants. » Madame Patricia est radieuse, exhibant la maison et son mari comme des trophées. « Et Bruno ?» Joël hésita avant de répondre. « Il a l'air heureux, mais je l'ai vu chercher dans la maison plusieurs fois. Je crois qu'il vous cherchait. Vraiment. J'en suis sûr. Je l'ai vu dans ses yeux. Il est peut-être confus, mais il vous aime encore. » Cette petite information apporta un peu de réconfort au cœur blessé de Madame Irène. Son fils l'aimait encore. Peut-être y avait-il encore de l'espoir. Mais l'espoir fut de courte durée. Vers 22 heures, alors que la fête se terminait et que les derniers invités prenaient un congé, Madame Irène entendit des voix fortes venant du couloir. Elle ouvrit la porte d'un entrebâillement et vit Bruno et Patricia se disputer. « Je voulais juste que ma mère participe à la fête, » disait Bruno. « C'est ma mère. Patricia. Elle fait partie de la famille. Et je t'ai déjà expliqué pourquoi ce ne serait pas approprié. Tu as vu la qualité des invités qui étaient ici. Des chefs d'entreprise, des juges, des politiciens. Qu'auraient-ils pensé s'ils avaient vu ta mère habillée comme une employée circuler à la fête? Elle n'a pas besoin d'être habillée comme une employée. Elle aurait pu mettre une belle tenue. » Patricia laissa échapper un rire amer. « Bruno, réveille-toi. Ta mère n'est plus la femme dont tu te souviens de ton enfance. Elle est vieille, malade, confuse. Ce serait embarrassant pour elle et pour nous. Ne parle pas comme ça de ma mère. Alors tu préfères faire semblant de ne pas voir la réalité? » Elle a pris mon bracelet, Bruno, l'a mis dans son armoire et a ensuite fait semblant de ne rien savoir. Est-ce le comportement de quelqu'un qui a le contrôle de ses facultés mentales? C'était un malentendu. C'était un symptôme qu'elle a besoin de soins spécialisés que nous ne pouvons pas lui donner ici. Et tu le sais, au fond de ton cœur. Bruno resta silencieux, la tête basse, les épaules courbées sous le poids de la décision qu'il savait devoir prendre. Je ne veux pas envoyer ma mère dans une maison de retraite. Personne ne le veut, mon amour. Mais parfois, c'est le mieux pour tout le monde, y compris pour elle. À la Villa Serena, elle aura un suivi médical, des activités, la compagnie d'autres personnes de son âge. Ici, elle passe la journée seule dans cette petite chambre, sans rien à faire, se sentant inutile. Je ne sais pas, Patricia. Pense-y. Quand je tomberai enceinte, et j'espère que ce sera bientôt, sera-ce bon pour le bébé de grandir dans une maison avec une personne sénile? Veux-tu que ton fils assiste à des situations embarrassantes, qu'il ait peur de sa propre grand-mère? Cette dernière phrase fut comme un coup de poignard. Patricia jouait salement, utilisant le futur bébé comme une arme émotionnelle. Et ça fonctionnait. Bruno hocha la tête, vaincu. « D'accord, je vais y réfléchir. Mais j'ai besoin de temps. Le temps presse, Bruno. Et plus nous tardons à prendre cette décision, plus cela devient difficile pour tout le monde. » Ils s'éloignèrent, et Madame Irène referma la porte de sa chambre, le cœur brisé. Elle avait tout entendu. Son fils était manipulé pour la renvoyer, et elle ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Elle resta éveillée à penser à tout ce qu'elle avait perdu, à toutes les humiliations qu'elle avait subies,
à comment elle en était arrivée à ce point de désespoir. Pour la première fois, elle envisagea sérieusement la possibilité de simplement partir d'elle-même. Mais pour où? Elle n'avait pas d'argent, pas d'amis à qui demander. De l'aide? Personne d'autre que son fils qui semblait maintenant prêt à l'abandonner. Le dimanche matin, tandis que l'équipe de nettoyage engagée ramassait les vestiges de la fête, Patricia convoqua Madame Irène pour une conversation dans le salon. Ce fut une conversation courte et directe, sans témoin. « Madame Irène, je vais être franche avec vous. Je ne veux plus de vous dans cette maison. Vous êtes un fardeau, un problème constant, et vous perturbez ma vie conjugale. Bruno est partagé entre nous deux, et ce n'est pas sain pour notre mariage. Je suis sa mère, Patricia, et je suis sa femme, et une épouse a la priorité sur une mère. Vous avez eu votre temps avec Bruno, vous l'avez élevé, éduqué. Maintenant, c'est à mon tour d'avoir une famille avec lui, une famille qui ne vous inclut pas. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Si, je le peux, et je le ferai. J'ai déjà parlé à Martine de la Villa Serena. Elle attend mon appel pour organiser votre admission. Ce sera dans un délai de 2 semaines, 1 mois au maximum. Et Bruno est d'accord avec ça. » Patricia sourit, ce sourire froid qui n'atteignait jamais les yeux. « Bruno sera d'accord, il est toujours d'accord avec ce que je veux. C'est juste une question de temps. Je vais lui raconter ce que tu fais. Et qui te croira? J'ai déjà semé les graines du doute. Il pense déjà que vous devenez sénile, confuse. Si vous venez avec ces accusations, vous ne ferez que confirmer ce qu'il pense déjà. Tu es cruel. Je suis pratique, et je sais ce que je veux. Je veux une vie belle, confortable, sans problème. Et vous, Madame Irène, vous êtes un problème. » Patricia se leva et quitta la pièce, laissant Madame Irène seule avec la terrible certitude qu'elle avait perdue. Il n'y avait plus d'issue, plus d'espoir. Mais cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Joël avait l'habitude de tenir un petit carnet où elle notait ses tâches quotidiennes, des rappels de choses à acheter au marché, des recettes qu'elle voulait essayer. Ce jour-là, en rangeant le salon, elle trouva un autre carnet caché entre les coussins du canapé. C'était un journal intime, avec une couverture en cuir usé, et quand elle l'ouvrit, elle reconnut immédiatement l'écriture tremblante de Madame Irène. Le journal était rempli d'entrées datées, commençant juste après que Madame Irène ait emménagé dans cette maison. Joël commença à lire et sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout y était consigné. Chaque humiliation, chaque mot cruel, chaque jour de douleur. Madame Irène avait documenté sa souffrance, peut-être comme un moyen de garder sa santé mentale, de se prouver à elle-même qu'elle ne devenait pas folle. Dans une entrée datant de 3 semaines, Madame Irène avait écrit sur un souvenir spécifique. C'était le jour de la naissance de Bruno, comment elle l'avait tenu pour la première fois et s'était promis de le protéger toujours. Comment elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, ce serait elle qui aurait besoin de protection contre ses choix. Joël sentit quelque chose se briser en elle. Elle ne pouvait plus rester silencieuse, ne pouvait plus être complice de cette situation. Même si cela lui coûtait son emploi, même si Patricia essayait de la détruire aussi, elle devait faire quelque chose. Elle garda le journal précieusement et attendit la bonne occasion. Elle savait qu'elle devait être stratégique. Si elle montrait simplement le journal à Bruno, Patricia trouverait un moyen de le discréditer, dirait que c'étaient les fantasmes d'un esprit sénile, que Madame Irène avait tout inventé. Non, il lui fallait plus que ça. Il lui fallait des preuves irréfutables. Et puis, un lundi matin, l'occasion se présenta. Patricia était sortie pour un déjeuner avec des amis au club et Bruno était au bureau en train de travailler. Madame Irène était dans la cuisine à préparer le déjeuner quand elle commença à ressentir une douleur intense dans le dos, si forte qu'elle la fit se plier sur l'évier. Joël la trouva ainsi, se tenant au plan de travail, le visage tordu de douleur. « Madame Irène, qu'y a-t-il ? Le dos, je n'en peux plus. Vous devez aller chez le médecin, ce n'est pas normal. Je ne peux pas, Patricia ne le permettra pas. Alors nous le ferons sans qu'elle le sache. Le docteur Bruno est à la maison, je vais l'appeler. » « Non, Joël, il travaille. C'est plus important que le travail, vous souffrez. » Joël quitta la cuisine, déterminée, et monta au bureau où travaillait Bruno. Elle frappa fermement à la porte. « Docteur Bruno, excusez-moi de vous interrompre, mais votre mère se sent très mal. » Bruno se leva immédiatement, l'inquiétude peinte sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est son dos. Elle a très mal.
Elle a besoin d'un médecin. Bruno descendit les escaliers en courant et trouva sa mère dans la cuisine, toujours courbée sur l'évier. En la voyant ainsi, quelque chose en lui se brisa. C'était sa mère, la femme qui l'avait élevé, qui avait tant sacrifié pour lui, et elle était là, souffrant manifestement, ayant manifestement besoin d'aide. « Maman, depuis combien de temps as-tu ces douleurs ?»« Quelques semaines, » murmura Madame Irène. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Je ne voulais pas déranger. » Bruno aida sa mère à s'asseoir sur une chaise, puis, avec précaution, lui demanda de soulever sa blouse. Ce qu'il vit le laissa sous le choc. Le dos de Madame Irène était couvert d'hématomes à différents stades de guérison, certains jaunâtres et anciens, d'autres plus récents et encore violets. « Mon Dieu, maman, que s'est-il passé? Comment t'es-tu blessée comme ça ?» Madame Irène hésita. C'était sa chance de tout raconter, de révéler enfin la vérité. Mais la peur était toujours là, la peur de ne pas être crue, d'être considérée comme folle ou vengeresse. « Je suis tombée, c'est tout. » « Tu ne tombes pas si souvent. Ces hématomes sont à des endroits différents, à des hauteurs différentes. Ça ne vient pas d'une chute. » C'est à ce moment que Joël décida d'intervenir. Elle ne pouvait pas laisser Madame Irène protéger Patricia une fois de plus. « Docteur Bruno, puis-je vous parler en privé ?» Bruno regarda de Joël à sa mère, confus. « À quel sujet ?»« Sur ce qui se passe réellement dans cette maison. » Ils allèrent dans le salon, laissant Madame Irène dans la cuisine. Joël prit une profonde inspiration, rassemblant son courage pour ce qu'elle s'apprêtait à faire. « Docteur Bruno, votre mère n'est pas tombée. Elle ne devient pas sénile, et elle n'a pas pris ce bracelet. »« De quoi parles-tu ?»« Je parle de la vérité que vous ne voulez pas voir. Votre mère est maltraitée dans cette maison. Madame Patricia l'oblige à travailler bien au-delà de ce que son corps peut supporter. C'est pour ça qu'elle a des hématomes. C'est à cause d'un effort excessif de porter des charges trop lourdes, de faire des tâches qu'une femme de son âge ne devrait pas faire. » Bruno devint pâle. « Ça n'a pas de sens. Patricia s'occupe bien de ma mère. Le croyez-vous vraiment? Quand avez-vous pris le temps de parler à votre mère pour la dernière fois? De lui demander comment elle allait, pas juste en passant, mais en vous souciant vraiment de la réponse ?» Bruno ne répondit pas car il n'y avait pas de réponse. Il savait qu'il s'était éloigné de sa mère, qu'il avait laissé Patricia gérer tout ce qui concernait la vie domestique pendant qu'il se concentrait sur son travail. « Et il y a plus, » continua Joël. « Le bracelet. J'ai vu Madame Patricia entrer dans la chambre de votre mère cette nuit-là. Elle a placé ce bracelet-là pour faire paraître votre mère coupable. C'était un coup monté. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Parce que j'ai peur, docteur Bruno. Madame Patricia me menace chaque fois qu'elle s'aperçoit que j'aide votre mère. Elle a déjà insinué qu'elle allait me renvoyer. Et j'ai besoin de ce travail, vous le savez. J'ai des enfants à élever seul. » Bruno passa la main dans ses cheveux, ce geste qu'il faisait quand il était dépassé. « J'ai besoin de preuves. Je ne peux pas simplement accuser ma femme sur la base de suppositions. J'ai des preuves. » Joël alla dans sa chambre et revint avec le journal de Madame Irène. Elle le tendit à Bruno. « Lisez, tout est là. Chaque jour, chaque humiliation, chaque moment de souffrance. Votre mère a tout documenté. » Bruno ouvrit le journal avec des mains tremblantes et commença à lire. À chaque page, son visage devenait plus tendu, plus pâle. Là se trouvait la vérité nue et crue. Il n'y avait aucun moyen de nier, aucun moyen d'interpréter autrement. Sa mère avait souffert de manière barbare, et lui, aveuglé par son succès professionnel et la vie confortable que Patricia lui offrait, n'avait rien vu. Quand il eut fini de lire, Bruno avait les larmes aux yeux. Il ferma le journal et le serra contre sa poitrine. « Comment ai-je pu être si aveugle? Comment ai-je laissé faire ça? »« Vous ne saviez pas, » tenta de le consoler Joël. « J'aurais dû savoir, je suis son fils, c'était ma responsabilité de la protéger. » Bruno retourna dans la cuisine où Madame Irène était toujours assise, essayant de contrôler la douleur dans son dos. Il s'agenouilla devant elle et lui prit les mains. « Maman, pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi pour tout. » Madame Irène regarda son fils avec confusion. « Te pardonner quoi, mon fils? De ne pas t'avoir protégé, d'avoir cru aux mensonges, de t'avoir laissé souffrir. » Et alors, pour la première fois depuis des mois, Madame Irène s'autorisa à pleurer devant son fils.
Elle pleura de soulagement de douleur accumulée, de gratitude d'être enfin vue, entendue, crue. L'après-midi de ce jour-là resterait à jamais gravé dans la mémoire de tous ceux qui vivaient dans cette maison. Bruno avait immédiatement appelé le médecin de famille, le docteur Moreau, un homme expérimenté aux cheveux grisonnants qui connaissait la famille depuis des années. Il arriva en moins d'une heure, apportant avec lui une mallette noire et une expression sérieuse de celui qui comprend qu'il a été appelé pour une urgence. L'examen fut minutieux et douloureux. Madame Irène dut enlever sa blouse pendant que le médecin examinait chaque hématome, chaque marque, chaque signe de souffrance physique que son corps portait. Bruno était présent, observant en silence, et à chaque découverte du médecin, son expression s'assombrissait. « Madame Irène, dit le docteur Moreau avec gentillesse, ces hématomes ne proviennent pas de chute. Ils sont le résultat d'un effort répétitif et excessif. Portez-vous des charges lourdes? Faites-vous des travaux pénibles? » Madame Irène regarda Bruno avant de répondre. Il y avait encore tant de peur, tant de crainte que la vérité puisse se retourner contre elle. « J'aide à la maison, dit-elle finalement. Je fais ce que je peux. » Le médecin secoua la tête, insatisfait de la réponse vague. « Vous avez 73 ans. Votre corps n'est pas fait pour porter des charges lourdes ou faire des efforts intenses. Ces hématomes indiquent que vous avez fait exactement cela, et de manière continue. De plus, je vois des signes clairs de malnutrition et de fatigue extrême. Ne vous nourrissez-vous pas bien? Je mange comme tout le monde. » Le docteur Moreau se tourna vers Bruno. « Votre fils doit connaître la vérité, Madame Irène. D'après ce que je vois ici, vous êtes soumise à des conditions inadéquates pour votre âge et votre santé. Cela doit cesser immédiatement, ou les conséquences pourraient être graves. » Ce fut la goutte d'eau. Bruno ne put plus contenir son émotion. Il sortit de la chambre sans dire un mot, monta les escaliers et s'enferma dans son bureau. Il avait besoin de réfléchir, de digérer, de décider quoi faire de la vérité qui avait enfin été révélée. Le docteur Moreau prescrivit un repos absolu et des médicaments contre la douleur. Avant de partir, il s'entretint rapidement avec Bruno dans le couloir. « Écoutez, je connais votre famille depuis longtemps. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais cette femme souffre, et ce n'est pas seulement physiquement. J'ai vu dans ses yeux une tristesse profonde, le genre de tristesse qui vient de l'intérieur. Elle a besoin de soins, Bruno, de vrais soins, pas seulement médicaux. Elle a besoin d'amour, de dignité, de respect. Je sais, docteur, et ça va changer. Je vous promets que ça va changer. Je l'espère. Parce que si ça continue comme ça, je ne suis pas sûr de combien de temps elle tiendra. » Quand Patricia rentra à la maison en fin d'après-midi, elle trouva une scène inhabituelle. Madame Irène était allongée sur le canapé du salon principal, ce canapé en cuir blanc qu'il lui avait été interdit d'utiliser. Bruno était assis à côté d'elle, lui tenant la main, et Joël circulait dans la maison avec une expression de détermination que Patricia n'avait jamais vue auparavant. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Patricia, enlevant ses lunettes de soleil et regardant autour d'elle avec désapprobation. « Nous devons parler, » dit Bruno, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit immédiatement comprendre à Patricia que quelque chose avait changé. « Parler de quoi ?»« De ma mère, de la façon dont elle a été traitée dans cette maison. » Patricia laissa échapper un rire nerveux. « Traitée ? Ta mère a été traitée avec tout le confort et l'affection possible. Je ne vois pas où tu veux en venir. » Bruno se leva, prit le journal qui était sur la table basse et le tendit à Patricia. « Lis. Je veux que tu lises chaque page. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est le journal de ma mère, où elle a consigné tout ce qu'elle a enduré depuis qu'elle est venue vivre ici. » Patricia ouvrit le journal et commença à feuilleter les pages. À mesure qu'elle lisait, son visage perdit de sa couleur. Elle savait exactement ce qui y était écrit, car elle avait elle-même été la protagoniste de chaque situation décrite. « C'est absurde, » dit-elle finalement, fermant le journal avec force. « Ce sont les fantasmes d'une femme sénile. Je t'avais prévenu qu'elle devenait confuse, qu'elle inventait des histoires. Ce ne sont pas des fantasmes, Patricia. Joël a tout confirmé. Et le médecin l'a confirmé aussi. Les hématomes sur le dos de ma mère ne viennent pas de chute. Ils viennent d'un effort excessif, d'un travail pénible qu'elle n'aurait pas dû faire. Je n'ai jamais forcé ta mère à faire quoi que ce soit. Mensonge.
La voix de Joël coupa l'air, surprenant tout le monde. J'ai tout vu, Madame Patricia. Je vous ai vu humilier Madame Irène tous les jours, l'obliger à travailler au-delà de ses forces. La traiter comme si elle était moins que rien. Et j'ai des preuves. Quelles preuves? Joël prit son propre téléphone et montra une série de photos qu'elle avait prises discrètement au fil des semaines. Des photos de Madame Irène portant de lourds seaux d'eau, traînant des meubles, nettoyant dans des positions clairement douloureuses. Sur chaque photo, on pouvait voir la douleur sur son visage. « Vous m'avez menacé pour que je me taise », continua Joël, la voix tremblante mais ferme. « Vous avez dit que vous me renverriez si j'aidais Madame Irène, mais je n'en peux plus de rester silencieuse. Je n'en peux plus de voir une femme innocente souffrir ainsi. » Patricia regarda de Bruno à Joël, puis à Madame Irène, essayant de trouver une issue, une explication, un moyen de renverser la situation. Mais il n'y en avait pas. La vérité était là, exposée, impossible à nier. « Et le bracelet ?» demanda Bruno, sa voix dangereusement calme. « Joël m'a dit que tu es entré dans la chambre de ma mère, la nuit précédant le jour où nous l'avons trouvé là. Tu as placé ce bracelet, n'est-ce pas? C'est ridicule, pourquoi ferais-je une chose pareille? Pour l'incriminer, pour me convaincre qu'elle devenait sénile, pour justifier de l'envoyer dans une maison de retraite. » Patricia fit 2 pas en arrière, le masque tombant enfin complètement. Ses yeux, auparavant toujours calculateurs et froids, montrèrent maintenant du désespoir. « Et si je l'ai fait? Et alors? Elle perturbait notre vie, Bruno. Ta mère est un poids mort dans cette maison. Elle mange notre nourriture, utilise nos ressources et ne contribue à rien. J'essayais juste de faire au mieux pour nous. »« Pour nous ou pour toi? »« Pour nous, pour notre mariage. Comment veux-tu que nous ayons une vie normale avec ta mère ici à nous surveiller, à se mêler de tout? Ma mère ne s'est jamais mêlée de rien. Elle existe à peine dans cette maison parce que tu t'en es assuré. Tu l'as transformée en une ombre, une présence qu'il faut cacher. Et pourquoi? Parce que tu avais honte d'elle? Parce qu'elle ne correspondait pas à l'image parfaite que tu veux projeter? Exactement. Oui, j'ai honte. Ta mère est vieille, mâle, habillée sans éducation sociale. Comment puis-je recevoir mes amis, des gens importants, avec elle circulant dans la maison comme si elle en était la propriétaire? C'est ma mère, Patricia. Pas un animal de compagnie que tu peux cacher quand tu as des invités. Et je suis ta femme. Où sont tes priorités, Bruno? Avec une vieille qui a déjà vécu sa vie ou avec la femme qui construit un avenir à tes côtés? Le mot « vieille » résonna dans la pièce comme un coup de feu. Madame Irène, qui était restée silencieuse jusqu'alors, sentit le mot la pénétrer profondément. C'est ainsi qu'on la voyait, comme une vieille inutile, un fardeau, quelqu'un qui avait déjà vécu sa vie et ne faisait plus que déranger. Bruno regarda Patricia comme s'il la voyait pour la première fois, et d'une certaine manière c'était le cas. La femme belle et élégante qu'il avait épousée s'était révélée capable de cruauté, de manipulation, de pure méchanceté. « Je veux que tu partes de cette maison, » dit-il finalement. « Quoi? Tu as entendu? Pars, maintenant. Tu ne peux pas me chasser. C'est ça aussi ma maison. C'est ma maison, Patricia. Elle est à mon nom. Et je te demande de te retirer pendant que je décide de ce que je vais faire de notre mariage. Tu choisis ta mère plutôt que moi? » La voix de Patricia monta d'une octave, frôlant l'hystérie. « Après tout ce que nous avons construit ensemble, après 5 ans de mariage, tu m'as forcé à choisir. Et oui, je choisis ma mère. Je choisirai toujours ma mère. » Patricia regarda autour d'elle, cherchant du soutien, mais ne trouva que des regards de désapprobation. Même Joël, qui avait toujours été intimidé par elle, la fixait maintenant avec fermeté. « Vous allez le regretter, » dit-elle finalement, la voix pleine de venin. « Vous tous, je vais détruire ta réputation, Bruno. Je vais raconter à tout le monde que tu as abandonné ta femme pour une vieille sénile. Je vais te ruiner. Fais ce que tu veux, mais fais-le loin d'ici. » Patricia monta dans la chambre d'un pas lourd, furieuse et vaincue. On pouvait entendre le bruit des tiroirs qui s'ouvraient, des vêtements jetés dans des valises. Une demi-heure plus tard, elle descendit avec 3 valises, les yeux rouges mais secs. Elle ne pleurait pas de tristesse ou d'amour perdu. Elle pleurait de rage, de frustration d'avoir perdu la bataille. Avant de partir, elle s'arrêta à la porte et lança un dernier regard à Madame Irène. « Vous avez gagné, dit-elle,
Mais pas pour longtemps. Les femmes comme vous ne survivent pas longtemps dans ce monde. Vous verrez. Et elle sortit, claquant la porte assez fort pour faire trembler les cadres au mur. Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions contradictoires. Soulagement, tristesse, culpabilité, fatigue. Bruno retourna au canapé et s'assit à côté de sa mère, enfouissant son visage dans ses mains. « Je suis désolé, maman. Je suis désolé pour tout. » Madame Irène posa la main sur le dos de son fils, ce geste maternel qu'elle avait fait des milliers de fois quand il était enfant, et triste ou blessé. « Tu ne savais pas, mon fils. Elle t'a trompé aussi. Mais j'aurais dû m'en rendre compte. J'aurais dû faire plus attention. J'ai été un mauvais fils. » « Ne dis pas ça. Tu es un homme bon, Bruno. Tu t'es juste perdu un moment. » Joël, qui avait assisté à toute la scène, essuya discrètement ses propres larmes. C'était un moment privé entre une mère et son fils, et elle sentit qu'elle devait se retirer. Mais avant de partir, Bruno l'appela. « Joël, attends. »« Oui, docteur Bruno ? Merci, pour tout. Pour avoir pris soin de ma mère quand j'ai échoué à le faire. Pour avoir eu le courage de dire la vérité même en sachant que tu pouvais perdre ton emploi. Tu es une personne extraordinaire. » Joël sourit à travers ses larmes. « J'ai juste fait ce qui était juste. Ton salaire doublera à partir de maintenant. Et tu auras des jours de congés réguliers, des vacances payées, tout ce que tu mérites, et plus encore. Docteur Bruno, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est. Et autre chose. Tu n'es plus seulement une employée de cette maison. Tu fais partie de la famille. Tu l'as prouvé aujourd'hui. » Joël hocha la tête, trop ému pour parler, et se retira dans la cuisine pour préparer le dîner. Les jours qui suivirent furent une période d'adaptation et de guérison. Bruno annula tous ses engagements professionnels non urgents et se consacra entièrement à prendre soin de sa mère. Il lui préparait ses repas, l'aidait à prendre son bain quand son dos lui faisait trop mal, discutait avec elle pendant des heures de tout et de rien. Madame Irène fut installée dans la chambre d'amis principale, celle que Patricia avait toujours réservée aux visites importantes. Bruno choisit personnellement des draps doux, des oreillers confortables et remplit la chambre de fleurs fraîches. Il accrocha de vieilles photos au mur, des photos de lui enfant, de l'époque où la famille était complète et heureuse. Le docteur Moreau revint plusieurs fois pour suivre sa convalescence. Avec un repos adéquat, une alimentation nutritive et surtout avec de l'amour et des soins, Madame Irène commença à aller mieux. Les douleurs au dos diminuèrent, les hématomes disparurent, et quelque chose d'encore plus important commença à revenir, l'éclat dans ses yeux. Un dimanche après-midi, Bruno et Madame Irène étaient assis sur la véranda, buvant du thé et observant le coucher de soleil qui peignait le ciel de Paris de teintes orangées et roses. C'était un de ces rares moments de paix parfaite où les mots n'étaient pas nécessaires. « Maman, dit finalement Bruno brisant le silence, je peux te poser une question ? » « Bien sûr, mon fils. » « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Pourquoi as-tu tout supporté en silence ?» Madame Irène resta silencieuse un moment, cherchant les mots justes. « Parce que j'avais peur. Peur que tu ne me crois pas. Peur que tu la choisisses elle. Peur de me retrouver complètement seule. Et en plus, je me sentais coupable. Je pensais que je méritais peut-être ce traitement parce que j'étais un fardeau pour vous. Tu n'as jamais été un fardeau, maman. Jamais. Et je regrette profondément de ne pas te l'avoir montré tous les jours. Tu étais occupée à construire ta vie, c'est normal. Ce n'est pas une excuse. Le succès professionnel, l'argent, le statut social, rien de tout cela ne vaut quoi que ce soit si je perds les personnes qui comptent vraiment. Et tu es la personne la plus importante de ma vie. » Les larmes revinrent, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Madame Irène prit la main de son fils et la serra fort. « Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi, maman, et je passerai le reste de ma vie à te le prouver. » Dans les semaines qui suivirent, la maison fut complètement réorganisée. Madame Irène ne faisait plus aucun travail domestique. Son seul travail était de se rétablir, de se reposer, de profiter de la vie qu'il lui restait. Bruno engagea une deuxième employée pour aider Joël, s'assurant qu'aucune des deux ne soit surchargée. Patricia tenta de le contacter plusieurs fois, tantôt avec des menaces voilées, tantôt avec des excuses élaborées, tantôt avec des promesses de changement. Mais Bruno fut inflexible.
Il avait entamé la procédure de séparation et était déterminé à aller de l'avant. Il découvrit, par l'intermédiaire de son avocat, que Patricia avait accumulé d'énormes dettes en son nom, achetant des vêtements, des bijoux et des voyages luxueux. La vie parfaite qu'elle s'efforçait de projeter reposait sur un château de cartes qui était maintenant en train de s'effondrer. Un matin de décembre, Bruno se réveilla et descendit à la cuisine, où il trouva sa mère déjà levée, en train de préparer le café. Elle fredonnait une vieille chanson, une mélodie qu'il reconnut de son enfance. « Bonjour, maman, tu chantes. » Madame Irène sourit un sourire vrai et lumineux. « Oui, tu sais, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. C'est comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. Je suis heureux d'entendre ça. Et toi, mon fils, comment vas-tu » Bruno s'assit à table et accepta la tasse de café que sa mère lui offrait. « Je vais bien. Plus que bien, en fait. C'est étrange. Je pensais que je me sentirais perdu sans Patricia. Après tout, nous avons passé 5 ans ensemble. Mais la vérité, c'est que je me sens libre. Comme si je pouvais enfin respirer à nouveau. C'est parce que tu es fidèle à toi-même, à tes valeurs, à ce qui compte vraiment. Tu as toujours été sage, maman. Pas sage, juste vécu. Et j'ai appris que dans la vie, au final, ce qui reste, ce sont les relations que nous construisons, l'amour que nous donnons et recevons. Tout le reste est temporaire. » Ils prirent leur café ensemble, parlant de projets d'avenir. Bruno voulait faire un voyage avec sa mère, peut-être à la mer, un endroit tranquille, où elle pourrait se détendre complètement. Madame Irène était enthousiaste à l'idée. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas voyagé. Joël entra dans la cuisine à ce moment-là, apportant le courrier qui venait d'arriver. Parmi les lettres se trouvait une enveloppe élégante, avec l'entête d'un cabinet d'avocats connu. Bruno l'ouvrit et la lut rapidement. C'était la confirmation que le divorce avait été officiellement engagé. Patricia avait signé les papiers sans contester, probablement parce que son avocat lui avait conseillé qu'elle n'avait aucune chance. Les preuves contre elle étaient irréfutables. « C'est fini », dit Bruno, montrant le papier à sa mère. « C'est officiellement fini. Comment te sens-tu » ? Soulagé et reconnaissant. Reconnaissant ? Que tout cela soit arrivé avant qu'il ne soit trop tard. Imagine si Patricia avait réussi à t'envoyer dans cette maison de retraite, si je m'étais réveillé seulement quelques mois plus tard. Je n'aurais peut-être jamais découvert la vérité. Madame Irène frissonna en pensant à cette possibilité. Mais ce n'est pas arrivé. Et maintenant, nous avons une seconde chance, tous les deux. Et nous allons en profiter. Je te promets que je ferai en sorte que chaque jour compte. » Les mois qui suivirent furent ceux de la reconstruction. Bruno réduisit sa charge de travail, délégua plus de responsabilités à ses associés au cabinet et se mit à privilégier le temps de qualité avec sa mère. Ils dînaient ensemble tous les soirs, parlèrent de leur journée, partagèrent des histoires. Madame Irène commença également à renouer avec d'anciennes amies qu'elle avait perdues de vue pendant les années où elle avait vécu sous le joug de Patricia. C'était comme si elle renaissait, retrouvant non seulement sa santé physique, mais aussi l'identité qui avait été systématiquement effacée. Un après-midi spécial, Bruno rentra à la maison avec une surprise. Il avait racheté l'ancienne maison de la famille, celle où Madame Irène avait élevé son fils, où elle avait tant de souvenirs heureux. Le propriétaire actuel la vendait, et Bruno, utilisant ses économies et quelques investissements, avait réussi à l'acheter. « Maman, j'ai quelque chose à te montrer. » Il la conduisit jusqu'à la maison, qui se trouvait dans un quartier plus ancien de Paris, loin de l'ostentation du 16e arrondissement. Quand ils s'arrêtèrent devant, Madame Irène mit quelques secondes à la reconnaître. « Bruno, je n'y crois pas. C'est notre ancienne maison. Oui, et maintenant elle est de nouveau à nous. » Les larmes vinrent instantanément. Madame Irène descendit de la voiture en état de choc, regardant la façade familière, le jardin où elle avait planté des roses, le balcon où Bruno jouait quand il était enfant. « Comment as-tu réussi ?»« J'ai économisé, j'ai investi, et j'ai décidé que ça valait chaque centime. Parce que cette maison a une âme, maman. Elle a une histoire. Il y a de l'amour entre ces murs. » Ils entrèrent ensemble et Madame Irène parcourut chaque pièce avec révérence, touchant les murs, se souvenant de moments spécifiques qui s'y étaient déroulés. La cuisine où elle préparait le dîner tous les soirs,
le salon où la famille se réunissait le dimanche, la chambre où elle avait bercé Bruno pour l'endormir si souvent. « On peut revivre ici ?» demanda-t-elle avec espoir. « On peut. En fait, j'ai déjà commencé à apporter quelques affaires. J'ai pensé qu'on pourrait en faire notre maison principale. L'autre, on peut la vendre ou la louer. Et le luxe, l'ostentation ne te manqueront pas ?» Bruno secoua la tête avec conviction. « Non, j'ai appris que le vrai luxe n'est pas dans les grandes maisons ou les objets chers. Il est dans la paix, dans le fait d'être entouré de gens qui vous aiment vraiment. Et ça, je l'ai ici, avec toi. » Le déménagement se fit progressivement au cours des semaines suivantes. Joëlle, bien sûr, fut invitée à continuer à travailler avec eux dans la nouvelle maison. Elle accepta avec joie, amenant ses enfants pour leur faire découvrir l'endroit. Madame Irène s'attacha rapidement au garçon, qui la traitait comme une grand-mère de cœur. La vie dans l'ancienne maison était complètement différente de la vie dans l'hôtel particulier du 16e. Elle était plus simple, plus authentique, plus humaine. Il y avait des conversations dans la cuisine pendant qu'ils préparaient le dîner ensemble, de la musique à la radio, des rires sincères qui résonnaient entre les murs. Un soir de réveillon de Noël, Bruno et Madame Irène décoraient l'arbre ensemble. C'était une tradition familiale qu'ils avaient abandonnée ces dernières années quand Patricia insistait pour engager des décorateurs professionnels. Mais maintenant, en le faisant eux-mêmes, ils réalisaient à quel point cela leur avait manqué. « Tu sais, maman ?» dit Bruno en accrochant une étoile au sommet de l'arbre. « Je réfléchissais. Tout ce temps, j'ai cru que je devais te donner un confort matériel, du luxe, la meilleure maison possible. Mais ce dont tu avais vraiment besoin était beaucoup plus simple. C'était quoi? Être vu, être entendu, être aimé. Et j'ai terriblement échoué à ça. Mais tu as appris, et c'est ce qui compte. Tout le monde n'a pas l'humilité de reconnaître ses erreurs et de changer. J'ai failli te perdre, maman, et ça me terrifie quand je pense à ce qui aurait pu arriver. Mais tu ne m'as pas perdu. Je suis là. Nous sommes ensemble. Et nous resterons ensemble. Toujours. » Ils se prirent dans les bras, là, devant l'arbre de Noël, à moitié décoré, avec les lumières clignotant doucement et créant des ombres dansantes sur les murs. C'était un moment simple, mais chargé de sens. C'était la preuve que l'amour vrai, quand il est presque perdu, peut être retrouvé. C'était la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le jour de Noël, la maison était pleine. Joël et ses enfants étaient là, quelques anciens voisins que Madame Irène avait retrouvés. Même le docteur Moreau passa pour une visite amicale. Il n'y avait pas d'ostentation, pas de champagne cher ou de nourriture trop sophistiquée. Mais il y avait de la joie, de la chaleur humaine, une connexion authentique. Et ce soir-là, tandis que tout le monde discutait joyeusement dans le salon, Bruno regarda autour de lui et ressentit une profonde gratitude. Il avait perdu un mariage, un style de vie luxueux, l'illusion de perfection que Patricia avait créée. Mais il avait retrouvé quelque chose d'infiniment plus précieux. Il avait retrouvé sa mère, son humanité, son âme. Madame Irène, observant son fils de l'autre côté de la pièce, ressentait également une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle avait survécu à la pire période de sa vie, avait trouvé des forces qu'elle ne savait pas posséder, et était maintenant entourée d'un amour véritable. Oui, il y avait des cicatrices. Oui, il y avait des souvenirs douloureux qu'elle porterait toujours. Mais il y avait aussi la guérison, le renouveau, l'espoir. Et tandis que l'année touchait à sa fin et qu'une nouvelle commençait, tous deux savaient qu'ils avaient de reçu le plus grand cadeau de tous, une seconde chance, une chance de bien faire les choses, de valoriser ce qui compte vraiment, de construire une vie basée sur l'amour et non sur les apparences. Des années plus tard, quand Bruno racontait cette histoire à ses amis, il terminait toujours de la même manière. La vie nous enseigne des leçons difficiles, mais ce sont ces leçons qui font de nous de meilleures personnes. Il avait failli perdre sa mère à cause de l'aveuglement et de l'ambition. Il avait failli laisser la manipulation d'une personne cruelle détruire la relation là, plus importante de sa vie. Mais il s'était réveillé à temps, et ce fut la plus grande victoire qu'il aurait pu remporter. Madame Irène, à 75 ans, était plus forte et plus heureuse que jamais. Elle était devenue une figure appréciée dans sa communauté, toujours prête à aider ses voisins, toujours avec un mot gentil à offrir. Et tous les soirs,
Avant de s'endormir, elle remerciait d'avoir survécu, d'avoir été sauvée, d'avoir retrouvé le chemin de la maison. Parce qu'un foyer, elle l'avait appris, n'est pas un lieu. C'est là où nous sommes avec les gens qui nous aiment vraiment. Qu'elle avait enfin retrouvé son foyer. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Madame Irène et de Bruno a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de résilience, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine et nous font réfléchir à ce qui compte vraiment dans la vie. Souvenez-vous toujours, il n'est jamais trop tard pour reconnaître nos erreurs, protéger ceux que nous aimons et construire des relations basées sur l'amour véritable et le respect. Nous vous attendons pour le prochain épisode avec une autre histoire qui touchera votre cœur.